bienvenue dans votre journal de la semaine. À l'une, les organisations professionnelles et des syndicats de la presse sont appelés le lundi de surseoir à toute activité dans les médias pour la journée du mardi à cause de manœuvres du pouvoir de bâillonner la presse. Une autre décision forte prise par les fêtières, c'est le boycott de toutes les activités du gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Suivez les explications chez nos confrères d'Espace TV. Démantèlement par effraction des émetteurs du groupe de presse Afrique Vision, brouillage des ondes des radios FIM FM et Dioma FM, restriction des sites d'information guinéennes et réseaux sociaux et menaces proférées contre la presse par le ministre porte-parole du gouvernement. Voici les principales raisons qui amènent les organisations professionnelles et du syndicat de la presse à durcir le ton. En plus de déclarer Ousmane Gawal Diallo comme ennemi de la presse, ces hommes de médias ont aussi pris d'importantes décisions pour se faire entendre. Le boycott à partir de ce jour de toutes les activités du gouvernement et les autres organes de la transition jusqu'à la levée de toutes les restrictions. 3. Une journée sans presse le mardi 23 mai 2023 de 5h à 0h, c'est-à-dire demain. 4. Le boycott de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication sénamique. 5. Informer et interpeller les ambassades, la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et la HAC sur les menaces qui pèsent sur la presse guinéenne. Pour ces associations de presse, il est temps pour les hommes de médias de s'unir pour faire face à l'ennemi commun. Pour l'heure, ils n'entendent pas fléchir. Cette fois-ci encore, nous avons été touchés dans notre dignité par un autre ennemi de la presse qui a été déclaré tout à l'heure. Pour rien au monde, on se laissera faire. Ceux-là qui savent qu'ils ne pourront pas tenir la course, c'est le beau moment de se retirer. La seule chose qui pourrait nous arrêter, qu'on apprenne que toutes nos revendications ont été résolues. Si ces revendications ne sont pas prises en compte par les autorités, ces associations de presse et syndicats envisagent d'autres actions plus vigoureuses. Ces actions seront, entre autres, d'organiser des synergies des médias sur la situation de la presse, de suspendre la participation de la presse au sein du conseil d'administration du FADEM, Fonds d'appui au développement des médias, de la HAC et du CNT. Les organisations professionnelles de presse appellent donc à une marche de protestation le jeudi 1er juin prochain sur toute l'étendue du territoire national pour protester contre les menaces faites aux médias. Suivez les réactions de certaines journées, le secrétaire général du syndicat de la presse chez nos confrères de Dioma. Engagé à défendre notre corporation, c'est notre maison. Qu'on nous enferme tous, qu'on ferme le média, mais ils le feront à notre corps défendant. Ceux qui hésitent, c'est encore le moment de sortir. On n'a pas peur. Il faut qu'on défende notre maison. Ah oui, jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Déjà, il a été déclaré tout à l'heure ennemi de la presse nationale. Et on a fait des requêtes. Si elles ne sont pas satisfaites, on va marcher dans les prochains jours. Il doit revenir sur cette décision et le Premier ministre doit se désolidariser de cette décision. La liberté de la presse est acquise durant de longues années. Et ce qu'il est en train de faire là, le musellement de la presse qu'il veut mettre en place là, ça ne marchera pas du tout. Ça, on le dit fermement. Il faudrait que tous les journalistes se mobilisent pour dire niet, pour dire stop à ces velléités, à ces actes liberticides qui constituent une mise à mort de la liberté de la presse en Guinée. Pour rien au monde, on va croiser les bras. Une bataille sans précédent. Vous savez, il y a quelques mois, on était là pour une autre bataille dans l'affaire Charles Oreille. Et cette fois-ci encore, nous avons été touchés dans notre dignité par un autre ennemi de la presse qui a été déclaré tout à l'heure. Pour rien au monde, on se laissera faire. Ceux-là qui savent qu'ils ne pourront pas tenir la course, c'est le beau moment de se retirer. Camarades, salut! Salut, camarades! Salut, camarades! Salut, camarades! En tout cas, c'est le moment. C'est le bon moment de vous retirer. On va prendre une vitesse incroyable. La seule chose qui pourrait nous arrêter, qu'on apprenne que toutes nos revendications... Un père de famille et ses 2 enfants sont morts après avoir été électrocutés. Le drame s'est produit la nuit dernière à Tombo, dans la commune de Kalou. La cause de cette électrocution est liée aux inondations et aux mauvais branchements
des fils électriques. Dans la famille mortuaire, c'est le choc. Reportage chez nos confrères d'Évasion. Le quartier Tombeau s'est réveillé sous le choc ce jeudi suite à un drame survenu dans la nuit d'hier dans la commune de Kaloum. Un père de famille et ses 2 enfants ont trouvé la mort par électrocution au moment où la pluie s'abattait sur Conakry. naga telefon naga na dere bi yena ga be ku kere da fon potam mo naga siga meni fa mo siga meni tenu ko pere ne lere e bilenga fara tere fa maga mega fa. Je me suis levée pour ouvrir la porte et l'eau a directement envahi la maison. Mon mari aussi a ouvert sa porte. On est parti là-bas, mais le courant était parti. Ils ont ramené le courant quand mon mari venait pour se changer. C'est là qu'il a été électrocuté. Malgré toutes les opérations de curage lancées dans ce quartier, l'eau a quand même réussi à se frayer un autre chemin. Le chef de quartier, touché par ce drame, revient sur les circonstances. Les enfants, ils montent, ils descendent, la cour était inondée, beaucoup d'eau là-dedans. Le fil est tombé dans cette eau-là. Les gens ne savaient pas. Donc la puissance du courant était forte. Le jeune maintenant, en marchant dans l'eau, ça a touché l'autre. L'autre, on m'a dit le courant. Jusqu'au genou, hein. En partant aller le CV, il y a le tôle qui est là, il y a le bois, le fer, le barre de fer est encore avec le courant. Il a pris ça, lui aussi il est tombé. Le papa était couché dans la chambre, il a entendu courant barré sur. C'était fini pour lui. Seydou Bassouma, voisin de la famille éplorée, nous raconte le calvaire qu'ils vivent pendant la saison des pluies. Des fois, quand l'eau vient, ça sature dedans. Hein? Les petits trous qui sont là comme ça, si l'eau vient, ça va bloquer le coin. Et si ça bloque le coin, on n'aura pas de passage là où l'eau va passer. Les murs que vous voyez comme ça, là, ce n'est pas pour le hasard qu'on met. On met ça pour éviter l'eau. Sinon, l'eau va rentrer dedans. C'est hier, dans ma vie, que j'ai vu l'eau rentre et pousse la maison ici, rentrer et faire des dégâts. Père Kaba s'en est allé avec ses 2 enfants, laissant derrière lui une mère inconsolable. Des dispositions ont été prises par le chef de quartier afin d'éviter un autre drame. Manifestation ce mercredi. Des jeunes en majorité militants de l'ancien parti au pouvoir qui ont manifesté devant l'ambassade de France en Guinée. Munis des pancartes et d'autres banderoles, des jeunes étaient allés au centre-ville de Kaloum pour dénoncer l'immixtion de la France et la communauté internationale en général dans les affaires étatiques de la Guinée et exigent le retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. C'est une exclusivité de Dioma TV. Prenant d'assaut le centre-ville de Kaloum ce mercredi et de surcroît devant l'ambassade de France à quelques 200 mètres du palais Mohamed V, l'objectif est sans équivoque et les messages sont irréversibles. Si nous sommes là, c'est pour demander vraiment la France d'arrêter de s'insérer dans l'affaire interne de la Guinée et nous voulons vraiment le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est ce qui nous motive d'être ici parce que nous savons le colonel Mamadi Doumbia, c'est un Français et le bon lieu pour vraiment dénoncer ou pour vraiment réclamer notre droit aujourd'hui, c'est ici, à l'ambassade de la France. Sur les pancartes des manifestants, majoritairement acquis à la cause de l'ancien président professeur Alpha Condé, on pouvait lire « À bas la CRIEF, à bas les putschistes criminels, non au harcèlement judiciaire, libérer Kassori et compagnie » ou encore « Vive le retour des leaders des forces vives » entre autres. Sur la question du choix de l'effigie de l'ancien locataire du palais Sérotoréa, la réponse de Fodé Moussa Mara alias El Sisi est également
sans ambivalence. Aujourd'hui, nous avons compris que le troisième mandat d'Alpha Condé était mieux de la dictature du colonel Mamadi Doumbouya. Ces derniers mois, plusieurs manifestations spontanées de ce genre sont organisées à Conakry et à travers certaines villes de l'Est. À Sigiri, suite à l'appel de la manifestation des forces vives de Guinée, ce mercredi, les femmes partis RPG Arc-en-Ciel sont aussi descendues dans les rues. Elles ont profité de l'occasion pour exprimer leur ras-le-bol et demandent le retour sans condition du professeur Alpha Condé ainsi que la libération des détenus politiques. Suivez Dioma TV. Elles sont nombreuses, ces femmes du RPG Arc-en-Ciel, sorties ce mercredi suite à l'appel à la manifestation des forces vives de Guinée. Ces femmes ont mis en exergue certaines préoccupations telles que le retour sans condition du professeur Alpha Condé ainsi que la construction du grand marché de Sigiri. Le CNRD illégalement venu ne veut pas comprendre le cri de cœur des Guinéens. La boussole, n'est-ce pas, qui orientait la transition s'est abîmée et est tombée dans l'océan Indien. Nous aussi maintenant, nous allons sortir pour exiger le retour rapide du président Alpha Condé. Ces jeunes du RPG, quant à lui, demandent au CNRD la libération des leaders politiques et prévient ainsi. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques. Nous sommes sortis aujourd'hui pour montrer notre colère au nom des forces vives. Mais si rien n'est fait dans le sens de nos revendications, le CNRD et son gouvernement seront responsables de ce qui va se passer lors de notre prochaine sortie. À rappeler que depuis le début de ces séries de manifestations, l'antenne des forces vives de Guinée à Sigiri est restée pacifiste. Sous l'invitation de la haute autorité de la communication, les présidents d'associations de presse et le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, signataires de la déclaration du 22 mai, se sont rendus au siège de la HAC ce mercredi pour échanger sur les questions liées à la récente restriction des activités de la presse. Des solutions de sortie de crise ont été envisagées par les hommes de médias en présence du président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo, et l'ensemble des commissaires de l'institution. Suivez le reportage de Dioma TV. Cette rencontre, qui a été annoncée par la haute autorité de la communication comme un espace d'échange franc, a permis aux uns et aux autres de revenir sur les raisons qui leur poussent à croire à une tentative de bâillonnement de la presse par les autorités de la transition, mais aussi le silence de la HAC qu'ils jugent bien trop passive. Nous sommes venus aussi à cette invitation et nous avons réitéré nos points de revendication contenus dans la déclaration publiée avant-hier. Et puis, nous avons évoqué d'autres aspects de la problématique parce que beaucoup, comme je l'ai dit ici la semaine dernière à quelques commissaires, beaucoup estiment que la HAC fait beaucoup pour nous réguler mais ne fait rien pour nous protéger. En réponse à toutes ces préoccupations et mécontentements portés par les hommes de médias, l'autorité a à son tour signalé ses observations avant de rassurer de son engagement à agir pour une sortie de crise. Nous nous sommes dit les vérités. Les associations ont porté à notre attention les préoccupations de l'heure. Et nous leur avons promis de remonter ces préoccupations aux autorités de la transition afin que des solutions idoines soient trouvées. Au sortir de cette rencontre, les hommes de médias ont réitéré leur engagement à poursuivre les actions contenues dans la déclaration commune pour une presse libre et indépendante en Guinée. Rien ne change dans nos actions de protestation qu'on a prévues. Et retenez surtout l'élément ultime de notre combat, la marche du 1er juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Rien n'est annulé, on continue la mobilisation, on maintient le cap parce qu'on est en train de nous provoquer tous les jours. On est en train de chercher de bafouer la liberté de la presse dans ce pays.
Le Conseil national de la transition lancé le 15 mai dernier un débat d'orientation constitutionnelle, des discussions dont le but est de recueillir les avis et propositions au sujet de la future constitution du pays. Mais la coalition d'opposition des forces vives de Guinée boude d'exercice. Le débat d'orientation constitutionnelle a repris lundi à Conakry, après avoir été suspendu la semaine passée pendant les journées de tension et de manifestations qu'a connues la capitale. Devant le Conseil national de la transition, qui fait office de parlement en Guinée, continuent de défiler quelques responsables politiques, des représentants de la société civile, des leaders religieux, coutumiers, syndicaux seront ensuite invités. Tous doivent donner leur vision, rédiger des propositions pour une future constitution. Nous avons voulu, in fine, avoir une constitution qui rassemble et qui ressemble aux Guinéens. Pour moi, et ceci reste extrêmement important, que nous devons écrire une constitution qui résisterait au temps. Et pour le faire, nous devons utiliser la méthode participative. Problème, tout le monde ne souhaite pas participer à ce nouveau grand débat national en Guinée. Les forces vives le boycottent. Ce collectif regroupe de nombreux partis, syndicats et autres organisations de la société civile. C'est lui qui a appelé à manifester ces dernières semaines dans le pays. Les forces vives rassemblent tous les partis politiques qui comptent en Guinée. Comme l'ANAD par exemple, une coalition alliée à l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui se souvient avoir déjà été consultée comme d'autres sur ce même sujet de nouvelle constitution en 2021. À l'époque, elle avait plaidé pour un retour au texte fondamental de 2010 et fait 15 propositions écrites d'amendements. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait besoin à nouveau d'un autre débat d'orientation constitutionnelle. Je n'y vois pas l'utilité. Alors c'est un gaspillage de temps, c'est une perte de temps, c'est une manœuvre, ce sont des parades pour perdre du temps, mais aussi pour justifier des sorties massives de deniers publics. Pour ce professeur en sciences politiques, l'absence des principaux mouvements politiques de ce processus est un problème sérieux qui compromet l'avenir. Ils ne se reconnaîtront pas dans cette constitution. Ça va être le scénario du professeur Alpha Condé. Le CNRD partira avec la constitution qu'elle a bâtie et ceux qui vont venir au pouvoir après cette transition ne se reconnaîtront pas en elle. Un numéro vert, le 10-13 et une plateforme numérique, débatcitoyen.org, sont aussi accessibles aux citoyens guinéens qui souhaitent contribuer à la rédaction de la future constitution. L'opposant Ousmane Sonko donne rendez-vous à ses partisans dans la capitale sénégalaise. Il a annoncé qu'il se rendrait dans les prochaines heures à Dakar par route à travers, je cite, ces caravanes de la liberté. Avant-hier, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol contre l'opposant sénégalais absent de l'audience. Le juge a été mis en délibéré et la décision est attendue pour le 1er juin 2023. Au lendemain de ce procès, les avis sont partagés sur place. Reportage de TV5 Monde. Le procès pour viol et menaces de mort d'Ousmane Sonko faisait la une de tous les journaux ce mercredi au Sénégal. La plupart des quotidiens titraient sur les témoignages parfois scabreux des différentes parties. Un procès pornographique pour certains, pendant que d'autres accusent la plaignante Adji Sarr d'avoir voulu choquer le jury. À la pause de midi, le sujet est en tout cas sur toutes les lèvres pour ces étudiants. Et hier, il a été plus question de procès moral que de procès pour viol. Il faut poser le débat. C'est un procès de viol. Il faut parler de viol. Il faut laisser aussi la culture et tout ce que vous voulez à côté en fait. Puisque comme Madia l'a dit, quand on parle de viol, forcément on va parler de sexe en fait. Pour certains, cette audience n'a pas permis d'éclairer suffisamment les débats. Je m'attendais plus à ce que l'on puisse un peu nous édifier quant à l'existence ou non d'un viol. Hier, on a été édifié sur un certain nombre de choses, mais ça ne nous informe pas tant que ça
Des critiques injustifiées pour cette militante féministe. Pour elle, le public et les médias ne sont pas encore suffisamment habitués à écouter la parole des femmes. Si le procès a été salace, c'est parce que l'acte a été salace. Vous voyez un peu. Et moi, je pense que les femmes devraient être en mesure de dire ce qu'elles ont dans le cœur. Si elles ont été violées, si elles ont été manipulées, si elles ont été exploitées sexuellement, il faut le dire tel quel. L'affaire tient en haleine le Sénégal depuis plus de 2 ans et avait même provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021. Pour cet analyste, l'enjeu de ce procès était d'abord qu'il puisse effectivement se tenir. C'est une bouffée d'oxygène, disons, au moins que c'est possible de faire le procès. Bon, toute la violence qu'on craignait n'a pas été au rendez-vous, à part Ziguinchor peut-être. Mais si la décision pénale prive Ousmane Sonko de ses droits civiques et politiques, ce qui se passe à Ziguinchor risque de se généraliser au niveau du pays. En cas de condamnation, Ousmane Sonko risque d'être définitivement empêché de se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Le délibéré est attendu le 1er juin. Il y a 60 ans, jour pour jour, l'Organisation de l'Unité africaine était créée à Addis Abeba, en Éthiopie. La naissance de l'ancêtre de l'actuelle Union africaine a donné une cérémonie aujourd'hui, l'occasion pour ses dirigeants de réaffirmer le fait que l'Afrique ne devait pas devenir un champ de bataille géostratégique. Suivez TV5 Monde. L'occasion est encore plus solennelle que d'habitude. À Addis Abeba, son siège, l'Union africaine. Créée d'abord sous le nom OUA, fête ses 60 ans ce 25 mai. Un long parcours pour de jeunes États. En 1963, pour la plupart sortant juste de la colonisation, ils décidèrent d'unir leurs forces, d'abord sous le nom de OUA, Organisation de l'Unité africaine, puis en 2002, UA, l'Union africaine, un nom et un programme. Dans son discours, le président de la Commission de l'Union africaine s'est félicité des progrès accomplis et pointe des problèmes persistants, avec un accent sur la lutte d'influence que se livrent les grandes puissances. Dans ce contexte international d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique. Dans ce jeu à somme nulle, où les gains des autres se traduisent par des pertes pour l'Afrique, nous devons résister à toutes les formes d'instrumentalisation de nos États membres. L'allusion est claire. Depuis le début de la guerre Russie-Ukraine, les deux pays se tournent vers l'Afrique pour y chercher des appuis. Mercredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères était en visite à l'UA. Il veut contrebalancer des liens établis avec Moscou de longue date. Nous essayons d'expliquer à nos amis africains que la neutralité n'est pas la réponse. Parce qu'en restant neutre face à l'agression russe contre l'Ukraine, vous projetez votre neutralité sur la violation des frontières et les crimes de masse qui peuvent se produire tout près de chez vous, voire chez vous. Isolée en Occident, la Russie a trouvé des soutiens en Afrique. Mais la diplomatie ukrainienne contre-attaque. Enregistrant un message de félicitations pour cet anniversaire, le ministre Dmytro Kuleba annonce de nouvelles ambassades sur le continent et un premier sommet Ukraine-Afrique à venir. Football. L'Espagne, le problème de racisme dans le football. Une déclaration du président de la Fédération espagnole de football dès le lendemain des insultes racistes qui ont visé le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. L'affaire prend de l'ampleur en point de susciter la réaction du président brésilien de football. À un peu plus d'un quart d'heure de la fin, Vinicius Junior pointe du doigt dans les tribunes adverses ceux qui viennent de le traiter de singe. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant brésilien est la cible d'insultes racistes. Cette fois-ci, c'est peut-être celle de trop. Après le coup de sifflet final, le joueur vide son sac sur les réseaux sociaux. Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal. La fédération aussi et les adversaires l'encouragent. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes.
Dans un premier temps, Vinicius Junior refuse de reprendre le match avant de revenir sur le terrain. Il sera finalement exclu en fin de rencontre après une altercation avec un autre joueur. Depuis le début de la saison, les déplacements à l'extérieur du Real Madrid sont bien souvent émaillés de tensions. L'affaire agite tout le football espagnol. Je lui ai demandé s'il voulait continuer à jouer, mais le fait que je doive penser à le sortir du match parce que l'atmosphère était raciste ne me semble pas correct. Je dois sortir un joueur s'il ne joue pas bien, mais penser à sortir un joueur à cause du racisme ne m'est jamais arrivé. Et face à de tels agissements à répétition, la Fédération espagnole de football ne peut que se rendre à l'évidence. Nous avons un problème. La première chose est de reconnaître que nous avons un problème de comportement, d'éducation et de racisme dans notre pays. Des comportements qui font réagir jusqu'à Hiroshima au Japon où se déroulait le sommet du G7. Le président brésilien a tenu à faire une aparté avant de répondre aux questions des journalistes. Je veux commencer par un geste de solidarité avec le jeune joueur brésilien qui joue pour le Real Madrid. Dans un match, il a été fortement attaqué. Il s'est fait traiter de singe. Il n'est pas possible que presque au milieu du XXIe siècle, les préjugés raciaux gagnent en force dans plusieurs stades de football en Europe. Depuis, l'attaquant brésilien songerait à quitter le Real Madrid. Valence, de son côté, dit avoir identifié 2 supporters responsables de ces insultes. Et pour ceux que le score intéresse encore, le Real Madrid s'est incliné 1-0.